Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui à New York chez Sketchfab avec Alban Denoyel. Bonjour Alban. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, tout à fait. Alors, je suis Alban Denoyel, le cofondateur et le CEO de Sketchfab. Alors Sketchfab, raconte-moi, qu'est-ce que c'est ? Alors, Sketchfab, c'est une plateforme de publication et de partage de fichiers 3D, sachant que on supporte aussi la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et donc aujourd'hui, c'est la plus grosse librairie de contenu 3D et de contenu virtuel sur Internet, avec plus de 2 millions de fichiers 3D publiés sur la plateforme. Alors ce qu'on appelle fichier 3D, c'est par exemple, je veux faire un jeu vidéo et puis j'ai besoin de... je sais pas, d'immeubles en 3D ou de voitures en 3D ou de choses comme ça, et puis je peux les acheter chez toi pour les mettre dans mes jeux. Alors, ce qu'on appelle fichier 3D, c'est tout ce qui a été fait en général de deux manières, soit grâce à un logiciel de création 3D, donc 3ds Max, AutoCAD, SolidWorks, Blender, il y en a des centaines. Soit grâce à de la capture 3D, donc ce qui est tous les procédés de numérisation 3D, en fait, qui s'apparente plus à du scanning. Ce qu'on voit par exemple dans des films avec des gens avec des capteurs un peu partout et des caméras. Par exemple, ouais. Il y a plein de manières différentes de faire ça. On pourrait y revenir après. Et donc nous, on permet aux gens qui créent ces contenus de les partager, de les afficher sur Internet. On a créé une technologie qui permet de répliquer le rendu d'un logiciel 3D dans un navigateur web. D'accord. Donc on a créé un viewer 3D sans plugin, un peu comme YouTube a créé un player vidéo web-based. Ensuite, une fois qu'il arrive sur Sketchfab, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, notamment l'embedder sur un autre site web, par exemple un site de e-commerce si on est une marque, sachant que la partie commercialisation des fichiers est quelque chose qu'on ne faisait pas du tout jusqu'à il y a un mois. On vient de lancer notre marketplace, mais notre raison d'être était pas tellement la monétisation la commercialisation des fichiers, elle était vraiment le partage, la diffusion, l'affichage, l'hébergement de ces contenus. Et du coup, le modèle était quoi ? Et le modèle était quoi ? Alors en fait, donc la boîte elle a 6 ans et jusqu'à maintenant on était vraiment concentré sur le développement de la techno et donc avoir le meilleur player 3 du marché et l'atteinte d'une masse critique d'utilisateurs et de contenu en termes de créateurs 3D, de fichiers 3D. Et donc on n'avait pas tellement de modèles à proprement parler. On a levé de l'argent pour nous permettre de financer cette étape qui était l'étape techno et de taille critique, sans particulièrement chercher à monétiser la plateforme. L'idée était de venir à cette monétisation que vous avez activée il y a un mois plus tard. Oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Et alors, si je reviens un peu à ma première question, quel est l'usage derrière d'un fichier 3D ? Qui l'achète et pourquoi ? La question est un peu plus vaste que ça parce que c'est marrant, mais les premières années de Sketchfab, on a passé énormément d'énergie à intégrer notre technologie dans tous les logiciels de création 3D. Mm-hmm. Et donc en expliquant aux créateurs de logiciels 3D, donc des gens qui sont dans l'industrie depuis 30 ans, qu'on fournissait une fonctionnalité de partage sur le web de ces contenus, de visualisation, d'affichage. Et la plupart des gens, leur première réponse c'était mais pourquoi je ferais ça ? Le fichier 3D, aujourd'hui, il sert à être utilisé dans un autre projet. Il a pas besoin d'être affiché ou partagé sur le web. Et en fait, nous notre sentiment, notre mission et notre intuition de départ, c'était qu'à partir du moment où quelqu'un crée quelque chose, il faut qu'il puisse être
il faut qu'il ait un moyen de le partager sur le web, quelle que soit l'utilisation ensuite. La première utilisation, c'est vraiment juste la visualisation. Par exemple, si je suis un architecte et que je travaille sur un projet de maison en 3D et que je veux la montrer à mon client, et ben en fait, avant Sketchfab, les options pour faire ça, c'était faire un face-to-face meeting, donc inviter le client chez moi pour lui montrer le projet en 3D sur mon logiciel à moi, sur mon ordi à moi. La seconde option, c'était envoyer le fichier 3D à cette personne, ce qui posait deux problèmes. C'est que la première, d'une part, le fichier passait pas par email parce que c'est des gros fichiers, et d'autre part, ça supposait que le destinataire ait un logiciel 3D pour ouvrir ce fichier, ce qui n'était pas le cas, parce que l'essentiel des gens n'ont pas de logiciel 3D. Et du coup, troisième option, la plupart du temps, ils faisaient juste des captures d'écran de leur logiciel ou des vidéos. Et donc, ils envoyaient un résultat qui n'était pas de la 3D, en fait, qui était de la 2D ou de la 3D déguisée, qui était quelque chose qui n'était pas interactif. Ce qui était un peu dommage quand on est un archi, qu'on a passé 100 heures sur un projet 3D, d'envoyer un résultat 2D à son client, quoi. Du coup, nous, notre première raison d'être, c'était de résoudre ce problème-là. Quelqu'un a créé ce fichier en 3D, il faut que les autres gens puissent le voir en 3D, même s'ils n'ont pas de logiciel 3D. Et de là, donc on a vraiment démarré juste comme un outil de partage et de visualisation. Et de là, on a fait grossir une énorme communauté de créateurs et de contenus. Et maintenant qu'on a tous ces contenus, on peut faire plein d'autres choses, notamment les monétiser pour qu'ils soient réutilisés dans des jeux vidéo, pour les imprimer en 3D, pour qu'ils deviennent des filtres de réalité augmentée dans Snapchat. Il y a plein d'autres use cases qui sont arrivés par la suite, mais qui n'étaient pas nécessairement là au tout départ. Non, c'est vrai que quand on se balade pour un novice sur Sketchfab, moi je tombe sur je suis tombé sur plein de choses qui avaient je sais pas, j'avais des voitures qui ressemblaient à des voitures de Mad Max ou des choses comme ça, et puis on s'est dit bon, c'est vrai que c'est super, on voit en effet un beau rendu, mais on se dit mais pourquoi, enfin à quoi ça sert, et c'est vrai que l'intuition immédiate est vraiment de se dire, j'ai rencontré récemment Thibaut Elzière de Photolia, et on se dit ok, c'est une sorte de Photolia de la 3D, mais ça c'est récent en fait. Ouais, en fait, c'était l'objectif, mais on l'a toujours eu dans un coin de notre tête. Et d'ailleurs, Oleg, l'autre fondateur de Photolia, est un de nos investisseurs. D'accord. Mais pour nous, en fait, c'était plus important d'être the place to be pour les contenus 3D sur Internet, et ensuite d'avoir un volet monétisation de certains de ces fichiers. Il y a énormément de gens qui publient chez nous sans aucune vocation de vente. Mais donc ce qui va nous permettre d'être le meilleur endroit d'achat-vente des fichiers, c'est d'avoir réussi à embrasser toute la communauté de créateurs, en fait. Et en fait, aujourd'hui, on a vraiment deux piliers. Un qui est technologique, donc cette technologie de partage, d'affichage des contenus que beaucoup de gens utilisent, par exemple, de façon privée. Ça peut être un artiste 3D avec un client, ça peut être un architecte avec un client, ça peut être en interne dans une grosse boîte. Et alors maintenant, on monétise ça aussi, donc on a des fonctionnalités payantes pour des usages particuliers. Et après, il y a le volet contenu qui peut être monétisé, mais sinon qui peut être juste visualisé. En fait, quand tu parles de browser Sketchfab et que tu sais pas à quoi ça sert, en fait, Sketchfab aujourd'hui, c'est une destination principalement pour les créateurs de contenu. Donc, ce qui est assez niche, en fait, c'est un peu comme un Dribbble ou un Behance. Moi, je suis pas designer et je me balade pas sur Dribbble, alors que mes amis designers, ils vont se balader sur Dribbble juste pour le plaisir de le faire, mais c'est parce que ça leur parle. En revanche, l'essentiel de nos contenus, ils sont consommés à travers le web grâce aux embeds, en fait. Donc aujourd'hui, 90% de notre audience, elle est sur nos embeds, donc elle est pas sur sketchfab.com, elle est sur l'ensemble des gens qui utilisent notre player pour embarquer du contenu 3D dans un blog post, dans un site marchand, dans un article de news, et enfin au sein d'un contexte qui n'est pas juste le contenu 3D. Donc on pense que ça va petit à petit se démocratiser au fur et à mesure que créer les contenus devient plus simple, notamment grâce à la capture 3D, et au fur et à mesure qu'on a des publishers de contenu qui sont plus grand public. Par exemple, on a énormément de musées sur la plateforme. On a par exemple le Louvre ou le British Museum.
Aujourd'hui, si quelqu'un veut voir la collection 3D, la collection virtuelle du British Museum, c'est Sketchfab qui est l'endroit pour voir ça, quoi. Et donc, le British Museum a 10 000 followers sur Sketchfab et publie tous ses contenus 3D chez nous. Et donc, c'est un use case qui est indépendant de la monétisation des fichiers ou indépendant du jeu vidéo. C'est juste l'endroit où on peut trouver des collections d'Égypte ancienne en 3D, les voir en réalité augmentée, les voir en réalité virtuelle, et peut-être pourquoi pas les imprimer, les acheter, mais ça vient après, quoi. C'est là où c'est vrai que quand t'es un peu profane et que tu regardes un peu tout ça, tu te rends pas bien compte de alors toutes les implications en amont, en production, comment tu produis des fichiers 3D, ça peut être d'une manière très virtuelle ou des sortes de presque de scan, voilà, un peu plus dans le physique, c'est-à-dire soit tu prends tu pars de rien, tu crées un fichier 3D, soit tu vas partir d'une bouteille d'eau et puis tu vas la scanner en 3D et puis tu vas être capable de rendre un rendu exact ou relativement exact. Et après, t'as l'autre côté, c'est la sortie, c'est pourquoi faire. Et donc là-dessus, t'as aussi potentiellement oui, réalité virtuelle, réalité augmentée, mettre un masque sur les yeux, le voir, presque le sentir devant toi, ou en effet l'imprimer. Et ça, c'est toujours le même fichier. Alors ça, c'est toujours le même fichier, sauf qu'on a rajouté la couche techno qui fait que tout ce qui est publié sur Sketchfab, il peut être. Sketchfab, c'est une scène, donc on peut voir ça comme un cube qui est hébergé sur le web et qu'on permet d'afficher sur n'importe quel navigateur, n'importe quel operating system, n'importe quel device. Et ce cube-là, on peut choisir de rentrer dedans avec un casque de réalité virtuelle ou de l'afficher en réalité augmentée avec un portable. Et donc, ce sera le même cube, la même scène, avec le même contenu dedans, qui peut être soit un objet, soit ça pourrait être un monde entier, ça peut être la ville de New York. Et donc, on peut se promener dedans en réalité virtuelle directement depuis notre player 3D, ou on peut l'afficher en réalité augmentée, le poser sur une table et tourner autour. Et donc, nous, notre vocation, c'est de permettre au contenu 3D de voyager partout et d'être consultable de toutes les manières pertinentes pour ce type de format, quoi. Et comment t'es tombé dans la 3D? Enfin, c'est quoi parce que quand tu étais petit, la 3D n'existait pas. Enfin, j'exagère un peu, évidemment, elle a toujours existé dans le monde réel, mais comment tu te retrouves plongé dans cet univers? Alors moi, ça s'est fait un peu par hasard, mais j'ai toujours été assez manuel. Et je fais de la sculpture, en fait, à la base de la sculpture sur bois. D'accord. Donc depuis que j'ai 12 ans, je sculpte des bouts de bois, quoi. D'accord. Et en 2011, je me suis lancé dans peut-être en 2010 même, dans la sculpture, dans le modeling, la sculpture sur terre. Et par là, donc je me suis sculpté des objets en terre glaise, par exemple. Mm-hmm. Et du coup, je me suis renseigné sur une approche un peu artistique. Oui, complètement artistique. Ah oui, en hobby, rien à voir, quoi, c'est mon passe-temps. Et j'allais dans un atelier sculpture où je crois que j'étais le seul homme et le seul de moins de 50 ans, je pense. J'avais genre 20 ans. Et par la sculpture sur terre, je me suis renseigné sur les techniques de moulage, en fait. Donc, comment on prend une impression d'une sculpture pour en faire un moule pour couler un bronze, par exemple. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'impression 3D, donc en 2011, à une époque où c'était un petit peu avant toute la hype qui était déjà en train d'arriver aux États-Unis, mais en tout cas en France, on n'avait pas encore la hype MakerBot, etc. Qui arrivait en fait à peu près à ce moment-là, 2012, 2013, 2014. Donc moi, j'ai découvert ça en 2011, je trouvais ça assez fascinant. Et ça a coïncidé avec une époque où je voulais monter ma boîte et je réfléchissais à plein de projets entrepreneuriaux. Et donc je rencontrais énormément de gens et je parlais à tout le monde de l'impression 3D en disant c'est le futur, c'est magique, machin. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai mis mes premiers pieds dedans, mais vraiment pas tellement d'un côté logiciel, vraiment plus le résultat impression 3D, pouvoir répliquer quelque chose. Et c'est comme ça que par hasard j'ai été mis en relation avec la personne qui est devenue mon cofondateur
et CTO Cédric. Par hasard, une soirée où je parlais d'impression 3D, et on m'a dit tu devrais aller parler à ce mec là-bas, ça fait 15 ans qu'il bosse dans la 3D, et il bosse sur des trucs intéressants. Et du coup, on a été mis en contact, et il se trouve qu'il bossait depuis 1 an sur un proto de ce qui est devenu Sketchfab, en fait. Et moi, j'y connaissais vraiment rien, je connaissais pas les formats, les outils, aucune idée de si ça avait du potentiel, mais c'est comme ça que ça a démarré. D'accord, donc pour toi, ce qui a initié tout ça, c'est la sculpture. Et c'est quoi ton approche de la sculpture? C'est quoi cette idée? Comment tu deviens sculpteur sur bois à 11 ans? Vaste question. Moi, je pense que ça devient plus largement d'un besoin de créer. Enfin voilà, je fais aussi du dessin. Ouais. J'ai fait de la musique, plein de choses différentes. Enfin, c'est vraiment moi, ce qui m'attire, c'est le côté produire quelque chose, en fait, avoir un résultat qui est le résultat de ma créativité. Et après, que ce soit, moi, j'aime bien ce qui est physique. Enfin, je suis assez manuel, donc j'aime bien qu'il y ait un résultat physique, mais je suis aussi intéressé par écrire ou faire de la musique, des résultats un peu moins physiques. Et comment c'est venu, je sais pas. Et c'est quoi la sculpture sur bois? Juste raconte-moi. Moi je vois d'une part des bouts de bois avec un canif, et puis d'autre part des gros bouts de blocs de bois avec plein d'outils. Plutôt des petits objets. Alors moi j'avais un peu une spécialisation sur la sculpture religieuse. Alors c'est un peu particulier. Mais, d'accord. Je pense que ça vient de mes grands-parents vivaient en Isère, près du monastère de la Grande Chartreuse, là où il y a un monastère assez célèbre, avec des moines, avec très peu de moines, je crois qu'il y a 7 moines là-bas, et qui faisait notamment pas mal de sculptures sur bois. Et je pense que c'est un peu comme ça que ça m'est venu. Et initialement, je faisais principalement de la sculpture assez religieuse et sur bois, et voilà, de là ça a découlé sur d'autres médiums. Et aujourd'hui, par exemple, je fais de la sculpture en réalité virtuelle. Donc ça boucle la boucle. Mais donc, la réalité virtuelle permet de sculpter de manière très simplement des objets en 3D. C'est quoi de la sculpture religieuse? C'est un crucifix, une croix, quelque chose comme ça. Et de la sculpture en réalité virtuelle, ça se fait donc forcément sur un ordinateur, devant un écran? Ça se fait dans un casque. Le casque, en général, il est relié à un ordinateur, mais pas forcément, principalement. Et donc, ça veut dire qu'on est dans une scène virtuelle et que on a des manettes qui permettent de sortir de la matière. Et la matière va avoir la forme de son choix. Et donc, ça peut être, ça peut ressembler pas mal à de la pâte à modeler, mais ça pourrait sortir en forme de cube ou en trait ou en plat comme une broche de peinture. Et ça permet beaucoup plus de créativité que la sculpture physique, parce qu'on peut faire des choses qui défient les lois de la physique, en fait. Donc, on peut dupliquer des parties, par exemple, et donc pour créer un personnage, je peux faire le bras droit, le dupliquer, un peu la vision qu'on a de Photoshop, sauf que c'est dans un monde 3D, et sans avoir besoin moi j'ai aucune connaissance des logiciels 3D qui en général ont une courbe d'apprentissage assez dingue, alors qu'en réalité virtuelle, en fait, on n'a pas besoin si, il y a des techniques à apprendre, mais on fait un geste et ça devient de la matière. C'est dur. C'est marrant. C'est dur à décrire. Je te ferai essayer après si tu veux. Et ça doit être assez fascinant pour quelqu'un comme toi ou d'autres, mais de découvrir ça, parce que quand tu sculptes et que tu as l'habitude de créer des choses avec tes mains, réussir à faire des trucs totalement virtuels qui défient les lois de la physique, c'est complètement dingue. Ouais. Je m'y suis mis. Alors malheureusement, j'ai pas en temps normal, j'ai pas beaucoup. J'ai moins de temps que ce que je voudrais pour consacrer à ça. Et ces outils-là, ils sont arrivés sur le marché commencé à arriver il y a 2 ans, en gros, avec l'arrivée des casques de réalité virtuelle un peu grand public. Et c'est que Noël dernier, donc il y a 1 an, je me suis dit, allez, pendant les vacances de Noël, je me suis dit, allez, je vais passer du temps. Et pendant une semaine, je faisais 5 heures par jour de sculpture virtuelle. Et tous les jours, je faisais quelque chose de nouveau. Et ouais, c'était complètement dingue. Et alors là où tu boucles la boucle, c'est que Sketchfab permet à tout le monde, par exemple, de voir le rendu de ce que
Voilà. fait sur un téléphone ou un ordinateur. Exactement. Donc Sketchfab, du coup, tous les nouveaux créateurs virtuels peuvent publier leurs créations sur Sketchfab, qui permet à tout un chacun de le voir en 3D sur un ordinateur, mais aussi de le revoir dans un casque virtuel. Et donc on adresse aussi ces nouveaux usages qui n'existaient pas du tout quand on a démarré. En fait, le constat aujourd'hui, c'est que la création de contenu 3D est en pleine démocratisation et en pleine explosion, notamment grâce à ces nouveaux outils qui font que un enfant de 5 ans peut dessiner sa maison en 3D sans avoir jamais touché à un logiciel 3D. Donc, c'est-à-dire que le nombre de gens qui ont créé est en train de se démultiplier, ou grâce à toutes les technologies de numérisation 3D qui font que voilà, l'iPhone 10, il a une caméra 3D qui va permettre de prendre un selfie 3D et pareil, il va y avoir besoin d'une plateforme pour publier ce fichier. Donc la création 3D en pleine démocratisation et en parallèle la consommation de contenu 3D ou virtuel et pareil en pleine démocratisation avec ces nouveaux périphériques que sont la réalité virtuelle et la réalité augmentée qui permettent de consommer ces contenus d'une façon qui est plus native au format, on va dire. Avant la réalité virtuelle, on consommait de la 3D sur un écran 2D, donc avec une souris et un clavier. Et donc c'est un peu une. Mais tout ça, c'est assez. Je dois dire que c'est vrai que pourtant je suis assez impliqué enfin pas impliqué, mais intéressé par tous ces process. Mais c'est assez troublant parce qu'en effet, pendant longtemps, on nous disait tiens. Je sais pas, j'ai un ami, Malik Kindé, qui a un studio d'artistes 3D, MK Studio, et il me dit, par exemple, on fait des pubs pour, je sais pas, Nissan, et puis plutôt que d'aller shooter un Nissan Navara en Afrique du Sud avec une équipe de X personnes, d'emmener le Nissan nouveau modèle ou d'en prendre 2 parce qu'on sait jamais, de machin, ce qui coûte une fortune en fait pour faire une photo, maintenant ils font tout totalement virtuellement. Donc ils vont en fait, mais quand je dis tout, c'est même le Nissan, le véhicule qu'on voit qui a l'air totalement réel sur l'énorme panneau 4x3 qui est mis partout dans les rues de France et de Navarre. Fait en 3D. Et fait en 3D. Bon. Mais on a un rendu 2D. Oui, en fait, non mais je veux dire, et du coup, très bonne remarque. Moi, je passe ma vie à me dire, mais pourquoi, en fait, on le fait en 3D déjà alors peut-être parce qu'on peut le shooter différemment, j'imagine, voilà, mais donc, et en effet, je finis juste tout ça, je t'en prie, mais et c'est là où il y a toujours plein de questions dans cet univers qui est fascinant, mais c'est là tu commences à comprendre des choses sur la création, mais c'est pareil, je veux dire, à un moment, réalité virtuelle, réalité augmentée, on te montre un contenu en 3D sur un écran 2D, donc ouais, je sais plus trop là, et donc on confond un peu tout ça, on voit des casques qui sont apparus à un moment où on t'a montré sur un Oculus Rift, sur un Samsung VR, le Samsung Gear, je sais plus comment. Voilà, on te montre plein de choses. En fait, pendant longtemps, c'était relativement déceptif parce que peut-être que la création, il n'y avait pas assez de création ou voilà, mais les expériences n'étaient pas toujours. Et du coup, à un moment, tu te dis, ça retombe. Et quand je t'entends parler de tout ça, on se dit, oui, mais c'est le calme avant la tempête, quoi. Je sais qu'il y a plein de questions, mais je te laisse réagir. Mais c'est un très bon point, en fait, c'est que avant Sketchfab, on n'est pas les seuls, mais avant la période Sketchfab et avant la réalité virtuelle, la réalité augmentée, effectivement, l'essentiel des contenus 3D, à part pour le jeu vidéo, où là, le contenu est effectivement consommé en 3D, donc c'est ce qu'on appelle la 3D temps réel, où on peut se promener dans le contenu en 3D. L'essentiel des contenus 3D était vraiment toujours utilisé un peu en back-office, était utilisé pour faire plein de choses dont l'output était pas de la 3D. Donc typiquement une pub 4x4, effectivement, toutes les pubs Heineken dans le métro, c'est fait avec des fichiers 3D. Il y a plein de films qui utilisent énormément de fichiers 3D, sauf que les films, on les consomme en 2D. La télé repose sur la 3D. Il y a énormément d'usages 3D, soit pour de la manufacture, donc des cas très différents. Mais en ce qui concerne le média, c'était toujours pour un rendu final 2D. Et d'ailleurs, pareil, pour revenir aux architectes,
ils utilisaient souvent la 3D pour faire leurs maquettes, mais le D livrable au client, bah, c'était une belle maison avec des beaux arbres, mais en 2D, quoi. Et d'ailleurs, ça leur permettait de pas avoir à faire le derrière de la maison, puisqu'on montrait qu'une face, quoi. Et nous, notre vocation, bah, c'était justement de permettre que la 3D soit consommée en 3D, qui était sa raison d'être, en fait. Et ça, quand on s'est lancé, ça se prêtait pas à tous les contenus. Nous, pour nous, c'était une évidence, alors que c'était pas une évidence pour énormément de gens dans l'industrie, parce que effectivement, le type qui fait sa Nissan en 3D pour une pub 2D, bah, le fait de l'avoir en 3D donne énormément de flexibilité de création, puisqu'on peut choisir l'angle du rendu, qu'on peut projeter de la terre virtuelle sur la voiture, et qu'on peut faire plein d'effets qu'on pourrait faire avec Photoshop dans le monde de la 2D, mais en 3D, on peut faire des effets qui vont être beaucoup plus réalistes et qui permettent beaucoup plus de créativité qu'en 2D, quoi. Et en fait, avec l'arrivée de Sketchfab et ensuite la réalité virtuelle et la réalité augmentée, il y a eu tous ces nouveaux cas d'usage qui ont émergé, qui font que avoir la Nissan en 3D, je vais pouvoir l'exploiter en 3D, en fait. Et donc, je vais la mettre, typiquement, Nissan est un de nos clients qui publie la Nissan qui, avant Sketchfab, allait être utilisée qu'en 2D. Bah, maintenant, ils la mettent sur Sketchfab et après, ils peuvent faire des bannières de pub pour la nouvelle Nissan en 3D. Donc, on va balader sur le web et on va voir une petite Nissan avec laquelle on va pouvoir jouer, on va pouvoir rentrer à l'intérieur, on va pouvoir interagir avec elle comme dans un jeu vidéo, en fait. Et donc, nous, notre vocation, c'est un peu d'extrapoler l'expérience d'un jeu vidéo à plein d'autres cas d'usage, notamment le marketing et notamment la mise en avant de produits. Voilà, donc amener cette immersion et cette interactivité à plein d'autres domaines que le jeu vidéo. Et la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont un peu la phase d'après qui permet vraiment de consommer une version virtuelle de ces choses. En fait, on vit dans un monde en 3 dimensions et jusqu'à maintenant, l'ensemble de l'internet et des supports médias était 2D, et donc c'était une approximation de ce que sont ces choses dans la vie réelle. Et la 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée permettent de s'éloigner de cette approximation et d'avoir de se rapprocher du monde réel. Voilà, finalement. c'est ça. Dans le monde virtuel. Et alors du coup, tu m'as parlé de bois, de sculpture, de d'Isère, de choses comme ça. Il se passe quoi dans la vie d'Alban entre les premières sculptures en bois et Sketchfab? Et alors, entre les premières sculptures en bois et Sketchfab, donc moi j'ai eu un parcours assez classique, lycée parisien, école de commerce à l'ESSEC, à Paris aussi. Pour faire la version longue, disons que au moment du lycée, quand il faut choisir sa filière, moi j'étais déjà assez créatif. J'étais assez attiré par l'archi, en fait, parce que ça me paraissait être un bon compromis entre créativité et un truc qui faisait sérieux, quoi, on va dire. Et voilà, à cette époque, j'écoutais beaucoup les conseils de mes parents. On est tous passés par là. Voilà, on est tous passés par là. Et en fait, je sais plus comment ça s'est passé, mais finalement, en gros, et puis même à l'école, l'idée c'était qu'en faisant une école de commerce, faire une école de commerce fermait moins de portes que faire archi, par exemple, et qu'il serait toujours, Je me suis fait avoir exactement de la même manière. Moi, je voulais faire du cinéma, mes parents m'ont dit fais une école de commerce d'abord, après, si tu veux, tu pourras faire du cinéma. Exactement. Donc on m'a dit fais une école de commerce d'abord, et après tu feras ce que tu veux. Et ensuite, j'ai eu le malheur de faire une bonne école de commerce. J'ai fait l'ESSEC. Et sauf que je suis sorti de l'ESSEC et on m'a dit maintenant que tu as fait l'ESSEC, tu vas pas devenir saltimbanque, quoi. Tu vas faire du conseil ou de la banque ou de l'audit comme tous les gens qui sortent de l'ESSEC, quoi. Qui t'a dit ça? Pas mal mes parents, on va dire, et puis la société, l'ambiance de la société, quoi. Moi, je sais pas, à la sortie de l'ESSEC, 80% de mes petits camarades, ils sont allés en conseil, en banque, en audit, quoi. Sachant que l'ESSEC est plutôt j'ai peut-être un biais, mais j'ai l'impression que l'ESSEC favorise peut-être un peu plus les sorties, un peu plus la sortie des chantiers battus, mais peut-être pas, mais en tout cas, j'avais l'impression.
Et il se trouve que j'étais pas du tout prêt à aller en audit ou en conseil ou quoi que ce soit. Sachant que pendant l'essai que j'ai fait des stages dans ces choses-là pour être sûr que j'avais pas envie de faire ça plus tard. Et un de mes derniers cours à l'essai, c'était un cours sur les médias. Et donc ça m'a pas mal intéressé parce que je trouvais que c'était un bon juste milieu entre l'univers des contenus et de la création et un univers business que je connaissais pas tellement, mais qui avait plein de gros acteurs que je trouvais intéressants. Et à ce moment-là, j'ai découvert l'existence de Polka Magazine, qui est un magazine qui venait d'être créé par Alain Genestar, voilà. Oui. Qui était chez une grande carrière dans la presse, qui était chez Match notamment. Voilà. Je l'ai rencontré pour la première fois chez Match. Exactement. Bien longtemps, Paris Match. Et donc il a lancé ça avec ses enfants, et il se trouve que son fils avait fait l'ESSEC comme moi, et avait fait Franklin comme moi. Et du coup, je suis allé le voir. En gros, j'avais le même CV que lui. Je suis allé voir Alain, son père aussi. Et donc, il m'a dit que j'avais le même CV que son fils. Et je trouvais ça cool. C'était un projet entrepreneurial. J'étais plus ou moins, j'étais le deuxième employé. Donc, Polka, c'est un magazine autour de l'art. Plutôt de du photojournalisme. Photojournaliste, ouais. Oui. La photo, photo à vocation photo qui raconte une histoire en fait, donc pas unique, pas purement artistique. Même si généralement elles ont un débouché artistique souvent, puisqu'en tout cas il y a une galerie, ouais. Une galerie adossée au magazine. Mais bref, du coup, de fil en aiguille, j'ai fait une candidature spontanée chez Polka qui me permettait de garder d'avoir un pied dans un truc entrepreneurial et un pied dans un truc créatif. Mais donc c'était un peu mon premier refus du système, entre guillemets, puisque c'était pas du tout ce que mes parents avaient prévu pour moi ou ce que mon diplôme avait prévu pour moi. Et donc j'ai fait ça pendant 4 ans et assez vite je me suis rendu compte que ça avait beau être entrepreneurial et créatif, c'était pas vraiment ma maison, puisque j'ai aidé à construire la maison de quelqu'un d'autre en fait, puisque c'était pas ma boîte quoi. Et donc voilà, donc j'ai fait 4 ans chez Polka, super époque, j'ai appris plein de choses. Et ensuite pour autant, le fait que ce soit pas ta boîte, ça t'a pas empêché de travailler bien, d'être dans une bonne ambiance. Vous étiez, je veux dire, t'as beaucoup appris. J'ai l'impression que ça a pas été un truc. Il y a beaucoup de gens que je vois dans ce podcast qui me disent pendant 4 ans, ils me diraient j'ai énormément souffert, quoi. Quasiment Ah non, je pense que je serais sans doute pas arrivé là où je suis. Typiquement, si j'avais commencé en conseil, ça aurait été beaucoup plus dur d'en sortir. Des trucs débiles, mais par exemple, j'étais pas très bien payé chez Polka. C'était la presse et c'était une boîte qui démarrait. Et donc j'avais un salaire vachement en dessous de ce à quoi je pouvais prétendre en sortant de l'ESSEC. Mais ce qui a rendu beaucoup plus facile le fait de passer à autre chose, parce que quand je suis parti de chez Polka, j'avais pas j'avais pas grand chose à perdre, quoi. J'avais pas acheté un grand appartement que t'avais acheté avec un emprunt de fou. Voilà, j'allais jamais au resto. Il y a plein de petits sacrifices, mais en fait qui font qu'il y a rien qui me manquait quand j'ai changé. Voilà, quand on part en conseil, en audit, machin, en fait on a un bon salaire, on a un niveau de vie, et puis on a un groupe un peu élitiste, et voilà. Et ça crée, voilà, ça crée c'est pas impossible, mais ça crée en effet des sortes d'obligations un peu virtuelles qui font que on s'est souvent embarqué dans on arrive à 27, 28 ans, on a un ou deux prêts, on a peut-être commencé à solder son prêt étudiant si on en a fait un, mais on empruntait pour un appart, on empruntait pour autre chose, etc. Et puis finalement, on se retrouve embarqué dans une histoire, peut-être avant les enfants, parce que les enfants, c'est encore une autre histoire, mais qui font qu'entreprendre devient virtuellement plus compliqué. En réel, en fait, je pense que ça ne l'est pas forcément. Je veux dire, un appart, même si on l'a acheté il y a pas longtemps, en plus dans nos générations, on a eu cette chance-là. Généralement, un an après, il valait plus, donc on peut le revendre au pire. Je veux dire, mais c'est vrai que du coup, quand t'es habitué à vivre un peu à la diète, j'ai l'impression que c'était plus facile. Et ouais, donc donc il y avait cet aspect-là qui était plus facile. Et après, l'aspect de mettre, c'était quand même une création d'entreprise avec Polka, même si c'était pas la mienne. Mmh. Et donc j'ai mis les mains dans le cambouis pendant 4 ans. J'ai appris plein de choses, que ce soit en business, en finance, en stratégie, etc.
voilà, c'était beaucoup plus appliqué que un job dans le conseil ou n'importe quoi d'autre. Déjà, J'avais déjà touché du doigt le fait de faire avancer un projet, de voir directement l'impact de mes actions sur ce projet, d'avoir une petite équipe, de faire du business, d'essayer de faire des ventes, d'essayer de lever de l'argent, de se démerder pour survivre en fait. Et ouais, voilà. Et du coup, 4 ans chez Polka. Et je savais que je voulais monter ma boîte, et donc je me suis mis à rencontrer de plus en plus de gens, et jusqu'à ce que je rencontre Cédric, mon associé, voilà. Mais si je vois ton profil LinkedIn, je vois qu'il y a une autre aventure que tu t'es là. Je ne sais pas si tu t'es volontairement, c'est mieux pour le storytelling. On peut la passer. Effectivement, non, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais en fait, juste avant de quitter Polka, je me suis mis à faire de la presta, du freelance, de développement de site web, donc vraiment à toute petite échelle, sachant que j'y connaissais vraiment absolument rien. Mais ça me permettait de mettre un peu le pied à l'étrier, de faire découvrir mieux cet univers-là, et d'avoir un peu un job alimentaire si jamais j'étais sans job. Et donc je me suis mis à faire ça alors que j'étais encore chez Polka. Et donc je faisais des sites web pour des gens. D'accord. Et du coup, quand j'ai quitté Polka, j'avais directement un petit revenu, en gros assez pour payer mon loyer et pas être en panique, pas devoir retourner directement en entretien de conseil, quoi. Tu es parti sur une démission? Et je suis parti, ouais. Enfin, je suis parti sans savoir ce que j'allais faire. Mais tu avais quand même tu touchais un peu de. Et je touchais du chômage, ouais. Une rupture conventionnelle. J'en ai parti en très bon terme. Oui, non, mais d'accord. Non, mais je pose la question parce qu'en effet, partir sans chômage, c'est assez rare. Non, je suis parti avec du chômage, et sachant qu'avant de partir, j'avais un peu quelques clients en freelance. Mais bon, je suis parti en décembre 2011 et j'ai rencontré Cédric le 7 janvier 2012. Donc c'est l'aboutissement de plein de rencontres que j'ai commencé avant de partir, mais ça s'est bien goupillé, on va dire. En parlant d'aboutissement de rencontres, j'aurais dû le faire à l'entrée de cet épisode, à l'intro, mais je voudrais remercier Edouard Petit qui nous a mis en relation pour cette rencontre ici, Alban. Et du coup, Cédric, tu le rencontres, lui, il a un background de... Alors lui, ultra geek, autodidacte. D'accord. Je sais même pas s'il a passé son bac. D'accord. Commencé à coder à 12 ans, pas d'études, et qui a toujours traîné dans la 3D, dans le jeu vidéo depuis 15 ans. D'accord. Et juste très 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 bon. Et donc du coup, vous vous rencontrez à cette soirée. Et on se rencontre, ouais. Il y a quelques rencontres après, évidemment. On se rencontre à cette soirée, donc c'est une soirée chez Stupéflix, qui est une startup qui a été rachetée par GoPro il y a 1 ou 2 ans. Très bel exit. Et on se rencontre à cette soirée, on se parle pas longtemps, je sais pas, un quart d'heure. Moi, je lui parle d'impression 3D, ça lui parlait pas du tout. Et lui, il me parle de WebGL, ce qui me parlait pas du tout, donc ce qui était la techno qui permet d'afficher de la 3D sur le web. On décide de déjeuner ensemble le lendemain ou quelques jours après. Pour qu'il me parle plus de son projet. Et alors là, premier moment historique, mais il est arrivé 1h30 en retard au déjeuner. Sympa. Et j'ai décidé de quand même rester. Et du coup, j'ai attendu. Et donc finalement, il est arrivé. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, donc lui, il faisait de la presta 3D, la presta autour de WebGL, donc cette brique techno, oui. Et que il codait toute la nuit. Enfin, il avait vraiment un emploi du temps et un rythme diamétralement opposé au mien. Et donc voilà, il venait de se réveiller, donc il était à la bourre. C'est toujours sympa d'avoir quelqu'un qui vient 1h30 en retard en disant excuse-moi, je me suis réveillé, j'ai une panne de réveil. C'était marrant. Et du coup, il me montre son... Et de s'associer avec lui après quand même. Ouais. Bah, en fait, ça s'est pas arrivé du jour au lendemain. Oui. Il m'a montré son projet qui à l'époque s'appelait Show WebGL avec 2 W, donc SHOWWEBGL. Et qui était vraiment juste un concept un outil qui permettait d'uploader un fichier 3D et de l'afficher sur une page web, quoi. Donc c'était assez basique. Et moi, j'avais aucune idée de la pertinence de ce truc. Je trouvais ça marrant parce que c'était un format que je connaissais, que je commençais à regarder,
c'était créatif et enfin j'ai toujours été fasciné par l'univers de la publication en fait. Enfin podcast, c'était permettre aux photographes de publier, d'atteindre une audience en fait. Et donc lui, son outil, ça permettait à un artiste 3D de publier son travail pour qu'il touche des gens en dehors de juste lui-même. Et il l'avait montré à peu près personne, quoi. Donc j'étais l'une des premières personnes à qui il en parlait, en dehors de son cercle un peu geek. Et je trouvais ça cool. J'ai dit bah écoute, moi je cherche mon prochain move, mais je veux bien t'aider sur tout ce qui est non tech, quoi. Et donc les trucs hyper basiques, mais faire une FAQ pour le site pour que les gens sachent des trucs basiques comme vraiment plein de trucs qu'il avait pas du tout fait, quoi. Genre quel type de format est supporté par ton outil, à quelle adresse email je peux t'écrire si j'ai une question sur ton outil. Créer une marque qui ressemble à une marque. Commencer à créer une marque. Et donc l'un de mes premiers trucs, c'était de changer le nom, trouver un nom de domaine, etc. Donc je fais tous ces petits trucs pour que ça puisse devenir une marque et un produit qu'on a ensuite lancé 2 mois et demi après. Et moi j'étais toujours pas du tout full time là-dessus et lui non plus, quoi. Donc lui faisait de la presta et moi je réfléchissais, je rencontrais des gens, je réfléchissais à des idées. Et j'ai commencé à postuler. J'ai fait 2 choses en fait. On a lancé le site et ça a tout de suite pris en fait. En 1 mois on avait 1000 utilisateurs parce qu'on a eu un article sur un blog ultra niche mais hyper bien ciblé sur la 3D et donc c'est quoi le nom du blog? C'est blendernation.org, je crois. D'accord. Qui est donc Blender, c'est le plus gros logiciel 3D open source. D'accord. Et donc on a eu un article sur le site là-dedans et donc très bien ciblé et on était les premiers à proposer ce service, donc il y a plein de gens qui ont sign up juste pour essayer voir si ça marchait. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire ça y est, on a des users, oui. On est passé de 0 à 1000, il y a quelque chose. Et en parallèle de ça, j'ai fait des trucs un peu plus business qui étaient de postuler à différents accélérateurs en fait et voir si j'avais une espèce de validation de ce côté du marché là. Et en fait, on a été shortlisté pour pitcher à Seedcamp, qui est un accélérateur à Londres. Donc, on est allé pitcher en Estonie. Et donc, c'était un peu nos premières interactions avec des investisseurs, etc. Donc, ça, c'était fin février. Et ensuite, très vite après, on a été pris au camping. Donc, aujourd'hui, Numa, donc l'accélérateur à Paris, qui démarrait en avril ou en mai, quoi. Et donc, coup sur coup, on a eu notre premier 1000 utilisateurs et la sélection au camping. Sachant que là, t'avais décidé, vous étiez d'accord que vous vous associez ou t'étais vous non, c'était complètement open. Okay. On bossait pas ensemble. On se voyait 1 fois par semaine et on pushait le truc tout en pushant d'autres trucs, quoi. Moi, je commençais à passer des entretiens. Ça, c'est intéressant parce que en fait, beaucoup de gens vont te dire que si tu fais et c'est souvent vrai en fait, hein, mais si tu fais un petit projet comme ça en side, ça a 0 chance d'aller plus loin, quoi. Ouais, mais enfin, je pense que c'est ok de commencer en side et d'attendre d'avoir une occasion que ça soit plus le side. Et cette occasion, ça peut être du funding, gagner un prix, de la presse. Ça peut être plein de choses différentes, quoi. Mais c'est vrai que, moi, on avait besoin d'un déclencheur pour passer full time. Donc ce déclencheur, c'était un peu le camping, qui marquait le fait d'avoir des bureaux et donc pouvoir travailler ensemble au même endroit, qui marquait un peu une reconnaissance du projet, qu'il y ait des gens autres que nous qui se soient dit qu'il y avait, ça valait le coup de tenter d'en faire une boîte. Sachant qu'en parallèle, on avait la user base qui commençait à grossir. Et donc, c'est un peu ça qui nous a forcé à matérialiser ce qu'on était en train de faire, donc à s'associer concrètement, à déposer les statuts, à devenir une boîte, en fait. Et donc, voilà, de fil en aiguille. Vous l'avez monté. On l'a monté, voilà. Tous les deux. Et ensuite, assez vite, on a un 3e qui nous a rejoint, Pierre-Antoine, qui nous a rejoint Donc c'est vrai que j'ai rencontré en janvier, on s'est associé en mai, et Pierre-Antoine nous a rejoint en août, en gros. Donc c'est quoi les répartitions, si elles sont publiques? Et donc Cédric, il est 100% 3D. Pierre-Antoine, il est 100% web. Donc la 3D, c'est ultra spécifique.
et la 3D sur le web encore plus. Donc Cédric qui gère tout cet aspect-là, puis Antoine c'est tout l'aspect site web en fait, qui est la plateforme, l'infrastructure, les utilisateurs, le newsfeed, la couche sociale, les serveurs, le produit qui encapsule la partie 3D. On a les mêmes problèmes et challenges que n'importe quelle plateforme web, comme Airbnb ou Twitter, sauf qu'en plus on a la brique 3D qui est ultra spécifique, qui est une équipe dédiée en fait. Donc, en gros, aujourd'hui on est 30, et donc on a 10 développeurs 3D, 10 développeurs web. Et après c'est l'équipe non technique, donc que je gère moi, qui gère tout ce qui est non technique en fait. Et du coup là-dessus, 30 personnes déjà aujourd'hui pour arriver là. Donc on parle de 2012 à 2018. Donc vous avez presque pas fait de chiffre d'affaires depuis? Ouais. D'accord. Me dit-il avec un grand sourire. Donc ça a coûté beaucoup d'argent. Ouais. Donc ça s'est pas fait avec, j'imagine, sans payer les gens. Donc vous avez fait plusieurs levées. Comment s'est passé? Ouais. Alors on a fait une première levée. Bon, donc au début on a bootstrappé sur notre chômage en fait. Ouais. Donc pendant un an on était sur notre chômage. Ensuite on a fait une première levée, Angel Round, comment on dit en français, Business Angel. Oui. Fin 2012, vraiment toute fin 2012, décembre 2012, et donc c'est avec les usual suspects, Grandjean, Jacques-Antoine Grandjean, Oleg de Photolia, Nicolas et Jerry de Alive Ideas, plusieurs business angels connus et reconnus. Un peu l'étape classique. Combien? On a levé 340 000 €, donc presque 500 000 $ à l'époque. D'accord. Voilà, voilà, montant classique. Okay. Sachant qu'à l'époque, ce qui est important de savoir, donc en 2012, c'est que c'était avant que tous les fonds, les Partex, Serena, se mettent à avoir des fonds de seed. Ouais. Et donc c'était quand même plus dur à l'époque. Les business angels pour un projet comme ça qui avait pas de chiffre d'affaires, c'était vraiment la seule option. Ouais. Voilà, donc on a levé ce round-là. Grâce à un peu de traction, en fait, c'est ça qui vous a aidé. Grâce à un peu de traction, grâce à plein de choses, un peu de traction, de la techno. Les business angels, ça leur parlait pas trop, mais ça avait l'air d'être sérieux. Un peu la validation d'avoir fait le camping. Les personnes qui étaient là, d'accord. La confiance qu'ils vous ont. La confiance, et puis pas mal de... Ça a été dur de lever, la première levée? Ça a été assez dur, en fait, parce que... Assez vite, j'ai eu un go de Oleg. En fait, c'est le premier. Le plus dur, c'est d'avoir la première personne qui dit oui. Donc Oleg, c'était le premier à me dire oui. Et assez vite, c'est quoi? Assez vite. En fait, il y a plusieurs allers-retours avec plusieurs personnes, mais Oleg. En gros, Oleg, on l'a eu pas mal grâce à Thibaut qui a dû un peu lui parler de nous. Voilà. Et je sais pas, ça a dû mettre un mois, peut-être un mois ou 2 mois d'échange. Je pense que j'avais peut-être parlé plus tôt par email, mais ouais, peut-être un mois d'aller-retour. Assez vite, quoi. Assez vite, Oleg, il était capable de se dire, ils ont l'air sérieux, il y a quelque chose qui a un potentiel d'être un peu comme un Photolia de la 3D. Et c'est dans une branche qui me parle. Donc assez vite, il nous a dit go, mais c'est un montant pas très gros. Et il nous a dit, je vous dis go, mais à condition, donc je mets ce montant, mais à condition que vous réinitiez l'ensemble de votre levée d'ici 1 mois, quoi. Nous, on cherchait 300 000 €. Donc vous avez 1 mois pour, donc Oleg, il a mis, je sais pas, 50. Vous avez 1 mois pour trouver 250, quoi. Et sinon, je pars. Et donc là, c'est habile de sa part, parce que déjà, habile, bon, ça veut dire que c'est un dossier qui traîne pas, que voit votre capacité à le faire. C'était bien pour nous aussi, quoi. C'était bien pour tout le monde. Donc voilà, on a eu 1 mois, TikTok s'est mis à tourner. Sachant que le petit biais, c'était qu'on était à San Francisco à ce moment-là. En fait, on a été pris dans l'accélérateur de Mozilla, qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Web Forward. Et pour la petite histoire, c'est une autre histoire, mais ça devait être un accélérateur à distance, en fait. Donc, c'était un programme à distance qui devait se faire par des conf calls avec des mentors du programme. Et en fait, nous, on a refusé de le faire à distance. Et donc, on s'est dit,
on s'en fout, on débarque chez Mozilla à San Francisco. D'accord. Et donc on a pris notre billet, on a sonné chez Mozilla à San Francisco et il n'y avait pas de place pour nous en fait. Donc pendant 3 mois, on a été dans le hall d'entrée de Mozilla à San Francisco. C'était assez marrant. D'accord. Et donc on a passé 3 mois, donc le dernier trimestre 2012 là-bas, tout en essayant de closer notre levée en France, quoi. Donc on avait 9 heures de décalage horaire et on avait un mois pour closer. Et donc assez vite on est arrivé à avancer avec pas mal de gens avec qui on avait amorcé la discussion avant que Oleg nous dise oui. Et donc au bout la deadline écoulée, on avait réuni l'argent et 2 jours avant, au moment où il fallait signer, en fait la moitié s'est effondrée. Le jour où il fallait effectivement signer son chèque, la moitié des gens ont disparu, quoi. Whatever the reason, no show, quoi. Les gens sont walk of the deal, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé avec 24 à 48 heures pour récupérer au moins la moitié de la levée, quoi. Donc là, c'était une période assez difficile, sachant que c'était à San Francisco avec 9 heures de décalage horaire. Et donc là, rebelote, j'ai recontacté plein de gens qui m'avaient dit oui, puis non. J'ai notamment dit à certaines personnes, j'ai refusé leur nom. En fait, je leur dis mais vous pouvez pas me faire ça. C'est débile. On coche toutes les cases. Dites-moi oui, quoi. Donc je suis arrivé à récupérer pas mal de oui de gens qui en fait avaient dit non avant la liste des gens que j'avais récupérés qui sont partis. Enfin, ouais, pas mal d'allers-retours. Donc pas mal de gens Ce qui est intéressant, parce que quand même on dit souvent qu'on cherche les personnes. Je pense que peut-être le fait d'avoir été au pied du mur et d'avoir essayé de convaincre à fond, ça a fini par séduire des personnes qui se disaient le mec il en veut. Ouais, mais c'est un peu à double tranchant parce que c'est pas mal de gens. Alors c'est peut-être plus vrai pour les investisseurs que pour les business angels, mais si t'as l'air désespéré, c'est quand même. Il y a un bon moyen d'avoir l'air désespéré, il y a un mauvais moyen. C'est ça. Il y a le bon moyen, c'est de paraître déterminé. Voilà. Non, mais c'est comme les relationships. C'est comme un mec qui drague une fille. T'as le moyen où t'es vraiment in love et t'es honnête et tu dis mais on est fait pour être ensemble, et t'as le moyen désespéré où t'as l'air d'un loser, quoi. Et donc je pense qu'il y a un peu une version de ça qui s'applique à la levée de fonds. Et bref, c'est rendu c'est un peu une partie de ce process qui est un peu moins rationnelle que ce dont on a l'impression de l'extérieur. Mais donc finalement, in extremis, je suis arrivé à récolter tout l'argent. On s'est notamment retrouvé à prendre de l'argent qu'on aurait préféré pas prendre, mais dont on avait vraiment besoin. Et voilà, donc ça, c'était la première levée. D'accord. Donc fin 2012, première levée. Et du coup, après, vous avez enchaîné un petit peu avec donc si je dois résumer les quelques années, les quelques dernières années, ce qui est pas forcément facile, mais j'imagine, un énorme travail sur la techno. Notamment, ce qu'il faut bien comprendre quand je lis entre les lignes, c'est toute cette partie vraiment très spécifique 3D, qui doit être consommatrice de calculs gigantesques, pour éviter d'avoir des frais de serveur peut-être gigantesques aussi. Et tout ça, donc, combien de levées de fonds pour arriver à ce résultat final d'une plateforme où tu finis par monétiser des choses Et après, on a fait 3 autres levées de fonds. On va dire 2 levées de fonds. Une levée de 2 millions fin 2013 et une levée de 7 millions mi-2015. Et alors ça, c'est quand même assez spécial parce que finalement, quand on est pote avec Alban ou quand on est tes parents ou tes cousins, j'en sais rien, on se dit bah ouais, il fait un truc là depuis 2012 dans un univers déjà un peu obscur qui est la 3D où on mélange plein de choses et où on comprend pas trop ou alors je suis un peu débile, c'est une option. Et puis bah il fait pas d'argent. Donc on sait pas trop où ça va, etc. Et vous devez avoir pendant 6 ans cette espèce de foi de vous dire ouais non mais on sait où on va, on développe un truc, un jour ça va exploser à la face du monde, et ce jour-là c'est en 2018 quoi, ou je sais pas plus tard, mais enfin il y a quand même un truc assez fou parce que
autant, je sais pas, quand t'es chez Facebook, que tu vois un truc qui est pas monétisé, mais que tu vois que tout le monde l'utilise. Tu dis à un moment, bon, oui, il y a une monétisation qui va arriver. Autant presque chez vous, ça reste encore assez niche, quoi. Et réussir à convaincre une levée de fonds à 2 millions, une levée de fonds à 7 millions, dans tout ça, faut Alors avoir de la suite dans les idées, quoi. C'est un peu plus complexe que ça, on va dire. Mais donc, quand on a levé notre première levée en France, la Angel Round, on prévoyait pas tellement de pas faire d'argent enfin, sur notre business plan, il y avait bien marqué qu'on allait faire de l'argent très vite. Et ensuite, on est parti aux États-Unis, en fait, à New York. On a fait Techstars, qui est un accélérateur à New York. Ouais. Et c'est un peu là qu'on a été, qu'on a eu le grand plongeon à l'américaine, où c'est vrai qu'il y a énormément de plateformes là-bas qui ont d'abord atteint une taille critique avant d'essayer de monétiser. Alors c'est vrai que c'est un peu spécial dans notre cas, parce que souvent c'est soit on a une grosse techno, et dans ce cas-là on va plutôt la monétiser comme un outil, soit on a plus un cas d'usage très grand public, et dans ce cas-là on n'a pas besoin de le monétiser à court terme, mais on le monétisera le jour où on a 1 million ou 1 milliard d'utilisateurs. Nous, on était un peu entre les deux, parce qu'on avait une grosse techno, et on pariait sur le fait qu'il y aurait une démocratisation des usages. Et donc, on a toujours eu le cul un peu entre deux chaises. Pour notre seconde levée de 2 millions, enfin, donc, qui était la première levée institutionnelle, on était un peu dans cet entre-deux. Et on a quand même fait un peu des tests de monétisation après cette levée. Et ensuite, c'est plus avec la série A en 2015, où là, on s'est vraiment plus concentré, on a arrêté d'essayer de monétiser, on s'est plus concentré sur market domination, donc devenir la plateforme de référence des partages de fichiers 3D, en se disant qu'on pourrait monétiser ensuite, et on avait les moyens de pas se poser cette question tout de suite. Et en fait, c'est un sujet assez compliqué dans notre cas, parce que on pense qu'à long terme, on a un potentiel de monétisation assez grand public, enfin, on va dire YouTube-like, quoi, qui est plus basé sur l'audience. Le jour où on a tous des lunettes de réalité augmentée, et que tout le monde consomme ses contenus, et que potentiellement il pourrait y avoir de la pub avec ses contenus, etc. Mais que cette vision-là, elle est 10 years away. Donc à court terme, on reste effectivement dans quelque chose de plutôt niche, qui est on fournit des outils et des contenus pour un monde qui est plutôt prosumer, ou qui est pas complètement consumer, quoi. Et donc c'est un de nos plus gros challenges, c'est comment on s'assure que on continue à faire ce qu'il faut pour que pendant que c'est en train d'exploser, on continue à rester continuer à garder notre market leadership, ce qui suppose d'avoir une offre gratuite. Vous l'avez atteint, c'était ma question. Oui. Vous êtes leader aujourd'hui, largement. Leader, très largement, ouais. D'accord. Ce qui est quand même une position très intéressante. Enfin, je veux dire, évidemment, c'est toujours intéressant, mais on n'est pas sur un tout petit marché, on est quand même sur un vrai marché en devenir. Ok. Enfin, on est leader sur notre spécificité, qui est publier des contenus 3D sur le web. Oui. Donc, voilà. Donc, comment continuer à servir cette vision et ce potentiel de long terme, tout en étant pragmatique, et en commençant à trouver des leviers de monétisation qui permettent de soutenir le business le temps que le potentiel plus grand public soit là, quoi. Et par exemple, évidemment, on a toujours tous rêvé de se dire je reviens après sur tout ça, hein, mais sur l'approche marché, de se dire tiens, moi en tant qu'entrepreneur, je me suis dit le mec qui aura la plateforme qui vendra tous ces produits d'impression 3D pour réparer le pied de ma télé qui s'est cassé, je sais pas quoi, de mon scooter ou de ma poussette, de l'imprimer, de le recevoir, etc. Ça, à la limite, j'ai pas besoin d'un rendu 3D, mais c'est quand même mieux.
un rendu 3D sur le web, c'est quelque chose que vous pourriez chercher à atteindre, par exemple, ou des super plateformes de tous les objets 3D, quoi, à acheter? En fait, quand on s'est lancé, le monde entier pensait que, enfin, plein de gens, moi, je pense que encore la moitié de mes amis pensent que je suis une plateforme d'impression 3D, Ouais. alors que pas du tout. Et quand on s'est lancé, il y a énormément de gens qui voulaient qu'on aille dans ce marché-là. Et moi, ma position, c'était que le meilleur moyen d'être la plus grosse librairie de fichiers imprimables en 3D, c'était d'être la plus grosse librairie de fichiers 3D tout court. D'accord. Et que les fichiers imprimables, c'était une sous-section des fichiers 3D. Et que voilà, que ça allait arriver organiquement, en fait. Et de fait, la plus grosse librairie de fichiers imprimables en 3D, c'est Thingiverse, qui doit avoir, je sais pas, 200 ou je sais pas où ils en sont maintenant. Mettons 500 000 fichiers 3D. Nous, on a presque 2,5 millions fichiers 3D, donc on est beaucoup plus gros qu'eux en termes de contenu. Et donc l'essentiel de ces fichiers ne sont pas imprimables. Mais à terme, enfin le jour où on est à 10 milliards de fichiers 3D, on sera aussi la plus grosse librairie de fichiers imprimables en 3D. En fait, on n'a jamais creusé particulièrement ce sujet parce que l'impression 3D, c'est vraiment c'est le monde physique. En fait, c'est un process de manufacture pour produire un objet physique, et nous on est vraiment dans un monde virtuel du logiciel, du web, de la techno, et que nous on voulait vraiment construire le véhicule de ces contenus et pour en faire whatever you want après, quoi. Et donc on a jamais voulu se lancer là-dedans plus que nécessaire, et en fait il s'avère que le marché l'impression 3D grand public c'est pas mal cassé la figure, et donc aujourd'hui toujours des usages très B2B qui disparaîtront pas, mais qui ont mais le use case que tu as évoqué, je vais remplacer ma tasse, ça en fait c'est un truc je sais pas si ça va arriver un jour, mais aujourd'hui ça existe pas. C'est juste plus efficace de mass produce ces choses-là, et que il y avait le double postulat de l'impression 3D, c'était c'était le coût va réduire suffisamment pour qu'un truc imprimé en 3D soit le même qu'un truc produit en masse, et le end user va vouloir la mass customization, la couleur et la forme de son choix. Et en fait, le coût, on n'en est pas du tout là. Une caisse pour iPhone imprimée en 3D, elle va coûter $40, alors que mass produce, elle va coûter $5. Et le end user, il s'en fout d'avoir 125 options, il veut juste 3 options, en fait. Ouais. Donc si un truc coûte 10 fois plus cher pour 125 options, alors qu'en fait, s'il veut pas les options et qu'il veut juste payer pas cher, ça ne marche pas. D'accord. Voilà. Du coup, la suite de Sketchfab, là, ça va être du coup j'imagine probable. Enfin, si tu veux aller, je parlais à Christophe Garnier, par exemple, à New York, qui me parlait d'un de ses concurrents quand il avait monté Totsi, qui avait levé énormément pour justement avoir cette market domination, 10 fois plus que lui. La suite pour vous, c'est des grosses levées, du coup. Alors c'est vrai que si on regarde aux États-Unis, toutes les grosses startups qui marchent, elles lèvent à peu près tous les ans, en fait, tous les 18 mois, et donc ça marche pas mal comme ça. Nous, on est un peu, voilà, on est dans cette phase un peu particulière où on pourrait relever de l'argent, mais en fait, on préfère commencer à monétiser, en fait, pour sécuriser un peu certains aspects du business et pas être trop dépendant du capital extérieur, en fait. Sachant que la particularité par rapport au fait d'avoir plein de gros concurrents, en fait, nous, on n'a pas les gros, on a un peu tué notre compétition et les concurrents américains, donc on a grossi beaucoup plus vite qu'eux, et soit ils sont morts, soit ils ont été rachetés. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, nos concurrents, c'est tous les gros, en fait, et sur les 12 derniers mois, à la fois Facebook, Google, Microsoft et Amazon ont lancé des produits concurrents à ce qu'on fait. Et donc c'est un autre genre de battle que si c'était une autre startup américaine. Mais en fait, on est plutôt moins inquiet par les GAFA que par une autre startup qui aurait levé plein d'argent. Tout simplement parce que ces grosses boîtes-là ont jamais vraiment su créer des communautés créatives. Ils sont jamais réussi à faire ça, en fait. Ils ont pas essayé de te racheter? Alors c'est une autre discussion, mais voilà, sans aller en détail, si c'est des discussions qui arrivent assez régulièrement. Ouais. D'accord.
Mais voilà, typiquement Microsoft et Google, ils ont tous les deux lancé des services vraiment très proches, proches du copycat là sur les 12 derniers mois. Et ça décolle absolument pas, quoi. Le service de Google, qui a eu plein de presse il y a 6 mois en France, Sketchfab est mort, Google a lancé son service. Aujourd'hui, ils ont, je sais pas, ils doivent avoir 50 uploads par jour, nous on en a 5000, quoi. Donc, voilà, c'est Google, donc peut-être qu'ils pourraient... peut-être qu'ils arriveraient à grossir, mais enfin le constat aujourd'hui, c'est qu'on est très 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 largement devant eux, quoi. D'accord. Et du coup, ça pourrait quand même valider le fait de faire une très grosse levée, parce que alors mon autre échange de New-Yorkais avec Pierre Valade, il me dit, lui, je suis pas allé dans la monétisation parce que c'était potentiellement un peu me tirer une balle dans le pied dans la valorisation. C'est-à-dire, le risque que tu as, c'est que si jamais tu essayes de monétiser maintenant, de pas faire suffisamment pour dire je vaux 200 millions d'euros. Ouais, dollars. Mais en fait, si on commençait pas à monétiser, le problème c'est que, vu que, ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'on est un peu le cul entre deux chaises on vient d'un monde assez professionnel qui est en pleine démocratisation, et on a des très bonnes métriques quand on sait ça. Oui. Mais pour une très grosse levée, donc une série B à l'américaine, en fait, il faut soit avoir une traction qui est consumer-like, donc soit Snapchat ou YouTube, soit générer des revenus, quoi. Et donc, nous, on a une super traction pour notre écosystème, mais c'est un écosystème qui est en devenir et donc qui est pas consumer-like. Donc, enfin, on pourrait lever de l'argent, mais là, on est dans une phase où on se dit que c'est juste que c'est un choix stratégique. On s'est dit que la monétisation, c'était la prochaine phase. Vu que le potentiel vraiment consumer-like, il était plus à horizon 5 ans qu'à horizon 12-18 mois, on se devait de lancer une... En gros, on avait refusé ces opportunités de monétisation jusqu'à maintenant, alors qu'elles étaient assez obvious, et on a décidé d'arrêter de les repousser à plus tard, quoi. D'accord. Et pourquoi New York ? Et alors, pour plusieurs raisons, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on a d'abord passé 3 mois à San Francisco, et assez vite on s'est rendu compte que la différence de time zone avec Paris rendait toute structure double, d'avoir une équipe technique à Paris et une équipe non technique à SF vraiment très très dure au quotidien. Ensuite, on a été pris à Techstars à New York, donc c'était un peu le déclencheur pour New York. Et donc voilà, la différence horaire rendait la chose beaucoup plus réaliste à nos yeux. Et après, en fait, à l'époque, on regardait de plus près l'impression 3D. Tous les gros acteurs de l'impression 3D, ils étaient à New York, les MakerBot, les Shapeways, etc. Oui. Et après, à titre perso, New York, c'est la ville la plus européenne des États-Unis. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire son trou ici qu'à San Francisco. C'est une ville plus variée, plus créative, plus proche des... Enfin, nous, on est vraiment à mi-chemin entre la tech et les contenus, les médias. Mais en fait, on veut que la tech s'efface au service des contenus. Et donc, SF, c'est vraiment 100% tech. Et New York, c'est plus contenu, médias, création. Et moi, je trouvais que c'était un écosystème plus valorisant pour ce qu'on faisait. Et alors, quand je suis le parcours que tu me racontes là, vous avez fait un nombre d'incubateurs, d'accélérateurs assez hallucinant. C'est-à-dire, là, j'en ai noté 3-4, Numa, Mozilla, Techstars. Parfois, je me dis, c'est super bien. Parfois, je me dis, est-ce que de temps en temps, on fait que gagner du temps? Est-ce que, pour toi, c'est un truc, ça a été un truc hyper formateur. Tu recommandes vraiment de passer par là? Moi, ça dépend de plein d'éléments, mais nous, moi, si c'était à refaire, je le referais définitivement. Chacune de ces étapes nous apportait quelque chose qu'on n'aurait pas sans. Numa, c'était vraiment concrétiser le projet, quoi. Devenir un projet officiel, lancer une boîte. Et donc ça, c'était hyper important. Et c'est vraiment la première étape d'être entouré d'autres startups, avoir être un groupe d'entrepreneurs, etc.
Ensuite, Mozilla. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est un programme qui se fait sur invitation. Enfin, on n'avait pas postulé, donc on a été invité par Mozilla. D'accord. Et c'était fait pour être à distance, donc c'était censé être low bandwidth. Sauf qu'on a décidé d'aller à San Francisco, et donc pour nous, ça a été la première immersion dans le monde entrepreneur américain. Et ça nous a beaucoup aidé pour être pris à Techstars, en fait, 3 mois après. Et Techstars, c'était vraiment l'immersion dans New York. Le but du programme, c'est de faire en 3 mois ce qu'on ferait en 3 ans sans Techstars. Et nous qui débarquions de Paris sans contact, sans rien, first time entrepreneur, en 3 mois, on a rencontré tous les plus gros investisseurs de la place, tous les plus grands entrepreneurs de la place. Et c'est par Techstars que j'ai rencontré, par exemple, le fonds qui a l'idée de notre série A 2 ans après. Et donc c'est pas applicable à tout projet et à tout type d'entrepreneur, mais pour nous c'était vraiment bien. Très bien, c'est une très bonne leçon. Et toi alors, comment t'abordes aujourd'hui tout ça, tout ton travail, quelle distance ou inversement immersion tu as? Est-ce que t'es un bosseur fou? Tu arrives à faire d'autres choses? T'arrives à prendre encore du temps pour faire de la sculpture? Je pense que ça dépend un peu des phases du projet, mais au début, plus le projet a grossi. Pendant les 2 premières années de la boîte, j'étais le seul non dev de la boîte. Donc, je faisais tout le user support, je faisais tout ce qui était non technique, quoi. Les levées de fonds, le marketing, la presse, l'admin, le support utilisateur, l'admin, les bureaux, tout ça, quoi. En fait, plus on a vraiment grossi. Moi, j'ai vraiment embauché des gens quand j'arrivais à un stade où j'étais plus capable d'une part, j'avais les moyens d'embaucher des gens, et d'autre part, la tâche de travail devenait trop lourde pour ce que je puisse la faire moi. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai quand même de plus en plus, j'ai des gens qui peuvent gérer des trucs que je faisais moi avant. Donc j'ai quand même beaucoup moins de rush qu'avant. Je travaille quand même. Je consulte toujours mes emails, etc. Mais je travaille beaucoup moins le week-end, par exemple. Et par ailleurs, maintenant j'ai un fils et bientôt une fille qui arrive. Et pareil, mes 2 associés, ils ont tous les 2 des enfants. Merci. Et le fait d'avoir des enfants, et on est pas mal dans l'équipe à avoir des enfants, ça force quand même à avoir un rythme de vie, consacrer du temps pour sa famille, avoir un rythme de vie plus normal. Et alors je sais pas comment ça aurait été si mon fils il a 3 ans, donc je sais pas comment ça aurait été s'il était né l'année de naissance de Sketchfab. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, mais il se trouve que tout s'est bien goupillé. Le moment où j'ai commencé à avoir plus d'air parce que j'avais plus de financement et donc plus d'équipes pour gérer tous les rushs, j'ai pu par ailleurs commencer à consacrer plus de temps à ma famille qui s'agrandissait. Et c'est quoi est-ce que t'as des routines, des secrets, des petites choses d'organisation, J'ai pas trop de secrets, j'ai pas vraiment de routine. Disons que vu que toute notre équipe technique est à Paris aujourd'hui, les matins ici, c'est vraiment beaucoup d'échanges avec la partie Paris sur des sujets produits techniques, etc. Et donc l'après-midi, c'est un peu plus... Du coup, vous commencez plus tôt le matin Pas particulièrement, mais je commence à 9h. Et du coup, l'après-midi, j'ai plus de temps pour faire avancer des sujets de fond qui sont pas forcément liés directement à la partie technique. T'es le seul des associés à New York, ok. Et sinon, des secrets, des routines... Des outils que tu utilises qui te sauvent la vie, que ce soit sur ton iPhone ou sur... Des outils qui me sauvent la vie... Non, j'ai pas de... T'es pas en mode getting things done et d'organisation ultra un carré, peu, mais pas aussi sans doute pas aussi carré que je devrais. Moi, je suis assez... moi, je suis assez créatif et assez... je reste... une des choses qui me plaît le plus, c'est la partie business development et la partie communauté, quoi.
Donc je reste assez proche de ces sujets-là qui sont un peu qui se passent toujours en fait, donc ils sont je sais pas comment dire, mais je monitore un peu toujours ces sujets-là qui ne s'arrêtent jamais, et donc j'ai pas tellement de routine pour ça. Non, souvent je me dis qu'il faudrait que j'ai plus une routine, mais j'ai pas vraiment la discipline de faire ça. Enfin, j'ai vraiment des routines de rendez-vous téléphoniques de rendez-vous avec des gens de l'équipe, quoi. C'est un peu ça qui mappe ma semaine. Voilà. Bon, et question rapide avant de te laisser. Qu'est-ce qui t'inspire dans tout ça? Il y a des personnes en ligne ou des lectures spécifiques, des sites, tu me parles pas mal de créativité. C'est quoi tes sources? Bah alors essentiellement Twitter, et les gens que je suis sur Twitter et qui m'inspirent. J'aime pas mal Scott Belsky, qui est le fondateur de Behance, qui a été racheté par Adobe, avec qui on a pas mal échangé sur le projet Sketchfab. J'aime pas mal. Moi, je suis assez lean et débrouillard en fait. Enfin, j'essaie toujours de réfléchir aux solutions un peu pragmatiques. J'aime pas trop dépenser de l'argent, on va dire. Et donc j'aime pas mal les gens qui abordent ces sujets-là. Par exemple, je crois qu'il s'appelle Joël, c'est le CEO de Buffer, qui est cet outil de social media. D'accord. Qui est très transparent sur tous ces chiffres de sa boîte et qui est qui est pareil, assez pragmatique, et j'aime bien. J'aime bien tous les créatifs, les gens qui produisent des choses. Par exemple, quelqu'un comme Peter Levels, je crois qu'il était le Product Maker of the Year une année sur deux. Enfin, c'est un type qui est nomade et qui a décidé de lancer une startup par mois pendant 12 mois, qui documente tout son process, qui a appris la 3D from scratch, donc avec qui j'ai pas mal discuté. Et voilà, qui va shipper des trucs, quoi, qui va faire des MVP, qui va faire des créations 3D et qui va tout documenter. Donc j'aime pas mal les gens comme ça. D'accord. Écoute, et donc toi, tu tweets aussi beaucoup? Pas mal. C'est ton réseau social de prédilection. On te suit sur quelle adresse? ALBN. ALBN, ça c'est un beau nom Twitter. Ça veut dire qu'il était très tôt, ça. Non, je l'ai récupéré. C'est une longue histoire. Ah. D'accord. T'as réussi à le récupérer à la personne ou par Twitter? À la personne. Ouais. Ça t'a coûté de l'argent? Non, on me l'a donné. J'avais récupéré ALB, que je me suis fait voler pendant ma récupération. Non. Et quelques jours après, je suis arrivé à récupérer ALBN, que je préfère, donc c'est très bien. Bon, très bien. Donc, @ALBN sur Twitter. On peut te suivre, t'ajouter sur LinkedIn, peut-être. Ouais. Ok. Bon, écoute, je suis ravi d'avoir eu le temps de passer cet entretien. Je vais maintenant aller prendre mon avion pour rentrer à Paris. Je te souhaite à toi et à tes associés, à toute ta boîte, une bonne continuation. Je te dis un gros merde. Et puis pour un avenir radieux et monétisé, du coup. Merci. Salut Alban. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.